Mes chers collègues, nous allons débuter la séance. Alors, le premier point de notre ordre du jour appelle l'examen pour avis du projet de loi adopté par le Sénat autorisant la ratification de la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices. Vous savez que c'est le fameux chantier BEPS de l'OCDE que nous transposons en fait. Alors la Commission des affaires étrangères est saisie au fond, se réunira cet après-midi à 17 h et l'examen en séance publique devrait avoir lieu le 5 juillet. Donc pour commencer, je donne la parole à Bénédicte Peyrol qui est rapporteure sur le texte. Merci Madame la Présidente. Donc, comme vous le rappelez, on étudie ce matin, nous sommes saisis pour avis sur le projet de loi de ratification de cette convention multilatérale et cet après-midi la Commission des affaires étrangères. Malgré cet article et ce projet de loi très court, en fait ce qui se cache derrière un instrument très complexe, je vais essayer de vous rappeler le contexte et de vous expliquer de manière un peu plus précise le contenu et surtout le mécanisme juridique parce qu'il vaudra pour l'avenir aussi et il me semble important que vous le connaissiez tous. Donc le projet BEPS il a été lancé en 2013 à la suite d'un mandat qui a été donné par le G20 à l'OCDE visant à lutter contre les différentes formes d'évasion fiscale des entreprises qui conduisent à dissocier le lieu de réalisation des bénéfices de celui de leur imposition et qui entraîne donc une perte de recettes d'impôt sur les bénéfices des sociétés à l'échelle mondiale qui a été estimée par l'OCDE entre 100 et 240 milliards de dollars par an. À travers 15 actions qui embrassent l'ensemble des questions fiscales internationales modernes, le projet BEPS entend apporter une réponse aux pratiques fiscales dommageables et renforcer la justice fiscale mondiale. Il faut rappeler que ce projet ne concerne pas uniquement les pays développés et les pays membres de l'OCDE parce qu'il y a une vraie volonté de l'OCDE d'associer les pays en développement. On peut retrouver le Brésil, l'Inde, la Chine. Donc ces États étaient autour de la table des négociations et font aujourd'hui partie de ce qu'on appelle le cadre inclusif qui suit justement la mise en œuvre des actions BEPS. La 15e et dernière action de ce projet consistait justement à élaborer cette convention multilatérale qui est un outil juridique extrêmement innovant. Donc, rappelons que ces conventions fiscales bilatérales, dont l'objectif est d'éviter la double imposition des revenus, régissent les relations fiscales bilatérales entre les États. Elles peuvent néanmoins, et on l'a vu ces dernières années, présenter des lacunes et parfois être utilisées pour des non-impositions. Donc même si un consensus a été atteint sur les mesures à prendre dans le cadre des négociations BEPS pour modifier ces conventions dans le sens d'une meilleure lutte contre l'évasion fiscale, en fait on s'est très vite rendu compte que pour que ces nouvelles dispositions soient intégrées, cela prendrait beaucoup de temps si chaque État avait à renégocier une par une ces conventions fiscales. C'est pour ça qu'a été imaginé cet instrument juridique que je qualifiais d'innovant parce qu'en fait il accélère le processus de renégociation des conventions. Par exemple, en France, on a un des réseaux conventionnels, vous savez, le plus important au monde. Il aurait fallu quasiment 30 ans pour modifier l'ensemble de nos conventions et intégrer ces nouvelles dispositions. Donc la solution à ce problème, comme je vous le disais, c'est donc cette convention multilatérale qui fait l'objet de ce présent projet de loi. Alors elle a été signée à Paris le 7 juin 2017, après avoir été élaborée donc, par un groupe de travail spécialisé réunissant une centaine de pays et d'organisations internationales. Ce que je vous disais, c'est un véritable accélérateur juridique parce qu'il va modifier plus de 1200 conventions fiscales bilatérales de façon quasi instantanée. Les décennies précédemment évoquées deviennent donc des semaines, des mois, et le réseau conventionnel mondial est enrichi de nouveaux outils opportuns. La force de la convention multilatérale est dans son mécanisme et dans son contenu sur lequel je vais revenir un tout petit peu plus tard. Elle réside également dans le nombre de partenaires qui ont signé cette convention multilatérale. Actuellement, pas moins de 78 États et territoires ont signé la convention, parmi lesquels tous les États membres de l'Union européenne, à l'exception de l'Estonie, mais nous espérons qu'elle rejoindra bientôt cet outil. Et la Chine, la Russie, l'Inde, le Brésil ont également rejoint l'instrument comme plusieurs pays régulièrement qualifiés de paradis fiscaux, tels que l'île Maurice, le Canada, Singapour ou encore Jersey.
Il y a un absent de marque, vous le savez tous, et ce sont les États-Unis qui ont pourtant participé aux négociations. Néanmoins, j'aimerais juste un petit peu relativiser, si on peut relativiser cette non-participation et cette non-signature des États-Unis à cette convention. Ça ne remet pas en cause son efficacité pleine et entière. D'une part, les conventions conclues par les États-Unis intègrent déjà souvent les outils en fait, qui sont intégrés à travers la convention multilatérale, et d'autre part, les pratiques dommageables que peuvent utiliser les entreprises américaines que nous connaissons tous, utilisent en fait le réseau conventionnel interne à l'Union européenne aussi. Donc il y a quand même certains effets qui pourront être atténués. Ces éléments étant précisés, donc, je vous propose que nous regardions de manière un peu plus précise le contenu. Donc la convention multilatérale couvre l'ensemble, les conventions bilatérales que les pays notifient à l'OCDE, c'est-à-dire celles qu'ils souhaitent voir modifiées. La France, sur les 122 conventions qu'elle a conclues avec les pays étrangers, en a notifié 88. Pour qu'une convention multilatérale soit effectivement modifiée, il faut que les deux États parties aient non seulement signé la convention multilatérale, mais il faut aussi qu'ils aient notifié chacun la convention bilatérale à l'OCDE. À titre d'exemple, la convention franco-américaine ne sera pas modifiée puisque les États-Unis n'ont pas signé la convention multilatérale, pas plus que celle conclue entre la France et la Norvège, dans la mesure où si la France l'a notifiée, la Norvège ne l'a pas encore fait. Compte tenu de ces conditions qui ne font que traduire le principe de consentement des États, et puis vous savez que la fiscalité, ça reflète aussi notre souveraineté fiscale et on y est tous attachés, sur les 88 conventions notifiées par la France, 61 seront effectivement couvertes par la convention multilatérale. Je parle à l'heure actuelle. Ce nombre devrait toutefois évoluer puisque d'autres pays vont prochainement signer la convention et que la France va notifier de nouvelles conventions bilatérales. Tel devrait être le cas de celle conclue avec le Panama. Ce dernier n'avait pas signé la convention multilatérale lorsque la France a notifié sa liste. Une fois qu'une convention bilatérale est couverte, elle va connaître différentes modifications apportées par la convention multilatérale. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la convention multilatérale ne se substitue pas à nos conventions bilatérales. C'est un instrument qui est à côté et qui va venir en fait les modifier. On va dire c'est un instrument qui existe à côté de chaque convention bilatérale. Alors, sur les actions les actions BEPS qui ont été discutées dans le cadre du plan d'action BEPS, il y a 4 actions en particulier qu'on retrouve dans la convention multilatérale. L'action 2, tout d'abord, qui concerne la lutte contre les dispositifs hybrides. Ces instruments qui permettent d'être imposés nulle part, voire de réduire son assiette dans un pays sans être imposé dans un autre. Vous savez, c'est ce type d'instrument qui va être considéré comme un prêt dans un État et qui va être considéré comme un dividende dans un autre. Et donc, du coup, exonération des dividendes dans l'État B et déduction des frais dans l'État A, et donc du coup on se retrouve parfois même avec des doubles non-impositions. Il y aura un schéma dans mon rapport que vous pouvez retrouver qui essaye d'expliquer ces choses-là de manière un peu, on va dire, pédagogique, et donc vous retrouvez ces éléments-là dans le rapport. L'action 6 contre l'octroi d'avantages injustifiés, luttant contre les abus, et notamment le treaty shopping, pratique qui consiste à jouer sur les différentes conventions fiscales pour bénéficier indûment d'avantages. L'action 7 contre l'évitement artificiel de l'établissement stable. J'ajoute que l'une des mesures concernant cette action, l'article 12 dans la convention multilatérale, permettra à l'avenir de lutter contre des montages du type de celui qu'on connaît dans l'affaire Google traitée par le TA de juillet 2017. Et l'action 14 qui vise à améliorer le règlement des différends par la procédure amiable et l'arbitrage. L'absence de mesures sur l'économie du numérique a pu être regrettée, vous le savez tous. Cependant, plusieurs dispositions comme celle que je viens à l'instant de mentionner permettent de résoudre certains problèmes. Et puis, vous savez qu'il y a eu un rapport intermédiaire qui a été remis par l'OCDE qui montre qu'aujourd'hui, il n'y a pas de consensus au sein de l'OCDE et qu'on a 3 catégories d'États qui finalement n'abordent plus de la même manière. Pour certains, il faut traiter de manière individuelle l'économie numérique. Pour d'autres, c'est un sujet de manière globale. Donc aujourd'hui, les négociations se poursuivent à l'OCDE, largement entraînées par l'Union européenne aussi, qui a repris la main avec la taxe 3% sur le chiffre d'affaires que vous connaissez tous et la solution long terme concernant ACCIS et ACCIS et la présence digitale, donc définition d'un établissement stable virtuel. Donc, comme ce sujet ne fait pas l'objet d'un consensus, son intégration à la convention multilatérale aurait pu conduire à refroidir l'entrain de certains pays et donc à ne pas participer à cette convention multilatérale.
Autre absence, celle liée aux questions des prix de transfert et de la création de valeur. Là non plus, il n'y a pas vraiment de consensus. Cela montre bien que si la Convention multilatérale répond à certains problèmes, elle ne règle pas tout. La mission d'information qui est présidée par M. Parigi et dont j'ai l'honneur de rapporter abordera ces questions et essaiera d'apporter des solutions justement. Parmi les vingtaines d'articles de fond de la Convention multilatérale, les États peuvent faire des choix et les retenir ou au contraire les exclure de leur Convention bilatérale en émettant une réserve. 3 de ces articles sont néanmoins des standards minimums obligatoires, c'est-à-dire qu'on les retrouvera dans toutes les conventions fiscales bilatérales pour les États qui ont participé à cet instrument. Ce sont les articles 6 et 7 contre les abus, donc ce sont des clauses anti-abus générales très efficaces et qui permettent de refuser donc l'octroi d'avantages injustifiés, et l'article 16 sur l'amélioration des procédures amiables. L'existence de ces choix conduit à des modifications à géométrie variable d'une convention bilatérale à l'autre concernant les autres articles, parce que comme je vous l'ai exprimé, chaque État en fait va soit émettre des réserves, va un peu choisir les dispositions qu'il souhaite voir appliquées. Et pour que la disposition, parce que vous imaginez bien, si la France fait un choix et que l'Allemagne fait un autre, ça va faire des conventions complètement à côté de la plaque, si je puis me permettre. Mais l'OCDE a organisé un speed meeting entre les différents États où ils sont mis d'accord en fait sur les différentes réserves ou options qu'ils ont choisies. Donc tout ça, normalement, est assez cohérent. D'autres subtilités peuvent avoir un impact sur l'application d'une mesure de la Convention multilatérale, mais j'insisterai pas ici sur ce point-là. Si vous avez des questions, j'y répondrai bien évidemment tout à l'heure. La France a retenu une application relativement large de la Convention multilatérale en émettant de réserve que sur 5 articles parmi les 21 susceptibles d'en recevoir. Encore une fois, vous retrouverez le détail de ces réserves dans le rapport et l'explication de ces choix. Ces choix traduisent l'ambition et la cohérence de notre pays. L'ambition des choix français se manifeste ainsi à travers les choix sur les articles 6 et 7, certes normes minimales, mais qui peuvent dans certaines hypothèses faire l'objet de limitations. La France a retenu une approche opportunément large, permettant au plus grand nombre possible de conventions d'être enrichies de stipulations affirmant l'objectif de lutte contre l'évasion fiscale et la double non-imposition, renforçant par là même l'application de la clause anti-abus de l'article 7, qui joue face au montage à l'objet principalement fiscal, contrairement à l'intention des parties. Cette ambition est également illustrée par le choix d'appliquer l'article 9. L'article 9 qui porte sur l'imposition des sociétés à prépondérance immobilière et qui permet de faire échec au schéma consistant à réduire artificiellement la part immobilière de la société avant d'en vendre des parts ou à échapper aux règles applicables en intercalant dans l'opération une société de personnes. Cette ambition, enfin, peut être trouvée dans les choix étendus de la France en matière d'établissement stable. L'ensemble du bloc correspondant à cette notion a été retenu, notamment l'article 12 sur les accords de commissionnaires. Pour les fiscalistes invétérés, vous connaissez tous la résimeur qui était un obstacle à justement faire face à ces schémas-là. Tous les pays n'ont pas fait preuve de la même volonté, mais cet article va tout de même modifier, s'agitant de la France, 30 des 61 conventions notifiées ouvertes, dont celle conclue avec les Pays-Bas, tandis que la convention nous liant au Luxembourg va également intégrer ce dispositif, la convention luxembourgeoise qui vient tout juste finir d'être négociée. Et le Luxembourg a en effet refusé de retenir l'article 12, mais a consenti à l'intégrer dans la convention franco-luxembourgeoise dans le cadre de négociations bilatérales. Ce qu'il faut bien voir, c'est que cet instrument aussi va nous permettre, dans le cadre des futures renégociations des conventions bilatérales, d'avoir force à l'appui des éléments qui ont fait consensus au niveau international et de les inclure dans les prochaines négociations, dans les conventions bilatérales. La France est en pointe dans le domaine de la lutte contre l'évasion fiscale. Notre droit national prévoit une palette d'outils robustes et nous sommes moteurs dans de nombreuses initiatives comme les récentes propositions européennes de taxation du numérique. Faire preuve de timidité aurait été contraire à la position européenne et internationale de la France, aurait brouillé le message qu'elle entend porter et porter atteinte à sa crédibilité. Cette timidité aurait également pu faire obstacle aux évolutions consenties par d'autres États. Si on se regarde tous en chien de faïence en regardant ce que l'autre va choisir, on ne fait aucun choix en attendant de savoir ce que font les autres et la situation ne peut pas avancer. Cette ambition susceptible de faire évoluer les États pourra également inciter la levée de réserve. Je pense notamment à celle de l'Irlande concernant l'article 12 et donc l'établissement stable. Et vous aurez compris donc que dans l'exemple Google,
C'est très bien, la France a choisi l'article 12, mais puisque l'Irlande n'a pas choisi la même option, en fait, le schéma Google, aujourd'hui, l'administration n'est pas pleinement outillée. Par ailleurs, la France n'a pas fait preuve de naïveté. Les articles retenus l'ont été parce qu'ils apportent un progrès ou qu'ils correspondent aux pratiques françaises. En revanche, les dispositifs n'apportant pas de progrès susceptibles de porter atteinte à la sécurité juridique ou risquant d'être néfastes aux intérêts français, eux, n'ont pas été retenus. Je pense à la réserve sur l'article 3 relative aux entités transparentes qui aurait posé des difficultés vis-à-vis des sociétés de personnes françaises. Le président Carrez, qui n'est pas là malheureusement, mais connaît très très bien ce sujet. En tout, notre pays a exclu l'application de 5 articles sur les 21, comme je vous le disais tout à l'heure, qui peuvent faire l'objet d'une réserve. Je terminerai cette présentation par quelques précisions et des points de vigilance. Donc, je reviens sur les inquiétudes que certains choix français ont pu être soulevés, notamment au Sénat et dans la presse, et qui pourraient se révéler contraires aux intérêts de la France et de ses entreprises, donc selon ce qui a été dit. Ces inquiétudes, pour moi, relèvent à ce jour d'une simple intuition de la part de leurs auteurs, dans la mesure où ceux-ci ne les ont pas étayés d'aucun élément chiffré, alors que nous leur avons demandé, et qui paraissent s'estomper à l'issue d'une analyse approfondie que nous avons réalisée de la Convention et des commentaires OCDE qui accompagnent chaque article. Néanmoins, ces inquiétudes ont permis de mettre sur la table la question de l'évaluation des choix français en matière de fiscalité internationale, et le gouvernement devrait à cet égard produire d'ici la séance publique des éléments d'analyse à l'appui de ces choix et justement concernant l'article 14 qui a fait beaucoup parler de lui. Je pense que c'est indispensable, et je rappelle que s'il est loisible de lever à tout moment une réserve formulée, le choix d'appliquer un article est irréversible. Notre pays a jusqu'au dépôt de son instrument de ratification auprès de l'OCDE pour fixer ces derniers arbitrages. C'est pour ça que nos débats sont importants. Et je considère que si un article était de nature à créer un risque pour la France, notre pays devrait pouvoir émettre une réserve par prudence, quitte à la lever ensuite. Il ne sert à rien de se tirer une balle dans le pied. Si vous me permettez cette expression. Autre point de vigilance, la sécurité juridique. Vous comprendrez que cet instrument, il est très compliqué, qu'aujourd'hui, les interprétations sont à venir. Le gouvernement s'est engagé à prendre plusieurs initiatives pour garantir la lisibilité et l'intelligibilité des conventions bilatérales modifiées. C'est indispensable, mais je pense personnellement qu'on pourrait aller plus loin. Et j'invite à ce que nous puissions avoir une réflexion sur l'opportunité de rendre opposables les versions consolidées des conventions modifiées qui pourraient être engagées par le gouvernement et nous ensemble. La question de la sécurité juridique doit aussi se traduire par une formation optimale des agents de notre administration pour garantir à la Convention une mise en œuvre dans les meilleures conditions possibles. Enfin, dernier sujet qui nous concerne, l'information au Parlement. À cet égard, j'avoue que je regrette un peu le caractère insuffisant de l'étude d'impact, qui, je crois, fait 15 pages, et quand on a une convention bilatérale, elle est à peu près la même, alors que là, on a un instrument extrêmement complexe. Le contenu de la convention multilatérale et les explications des choix de la France sont relativement succincts, et plusieurs éléments pourtant essentiels font défaut, notamment le nombre de conventions conclues par notre pays et qui seront effectivement modifiées par l'instrument. Ce nombre, je le rappelle, est en l'état de 61. De la même manière, rien n'est dit sur les modifications effectives de chacune des conventions couvertes. Je me suis permise de faire le travail dans le rapport, et le rapport contiendra en annexe le détail des modifications apportées à chacune des 61 conventions. Donc vous comprendrez qu'on aura fait un travail de titan. Plus généralement, il me semble nécessaire que le gouvernement nous indique régulièrement les évolutions qui seront apportées à la Convention, qu'il s'agisse de la levée éventuelle de réserves ou de la couverture de nouvelles conventions bilatérales. Une information une fois par an est utile, mais insuffisante à mes yeux. Des communications régulières devant les commissions des finances et des affaires étrangères paraissent nécessaires et sont indispensables pour que nous puissions bien suivre la mise en œuvre de la Convention et l'étendue et l'application des modifications qu'elle va entraîner. Parce que nous avons fait peut-être un pas gigantesque en adoptant cette Convention et en négociant ces dispositifs anti-abus, mais c'est la mise en œuvre qui sera le plus importante, et il faut absolument que nous puissions suivre ces avancées. Je terminerai par, malgré ces dernières réserves, vous dire que je pense que cette convention multilatérale est une très bonne chose. C'est pour cela que je vais vous inviter à bien évidemment voter et émettre un avis favorable à l'adoption de ce projet de loi. Néanmoins, et je souhaite insister sur ce point, elle ne règle pas tout, encore une fois. Nous avons encore beaucoup à faire.
et je pense que nous sommes tous mobilisés pour ce faire. J'espère avoir été un peu clair, c'est un instrument complexe, mais maintenant je suis à votre disposition pour pouvoir répondre au mieux à vos questions. Merci beaucoup, Madame Peyrol. Alors, je tiens à féliciter Bénédicte Peyrol pour l'énorme travail qu'elle a réalisé. Et bien évidemment, son rapport nous instruira plus précisément parce que, comme vous l'avez bien compris, on est face à une convention multilatérale qui va modifier des centaines de conventions qui ont été conclues. Parce que, à vrai dire, l'impôt sur les sociétés et la répartition des résultats d'une manière plus générale, y compris à l'impôt sur le revenu, est régie par des conventions bilatérales d'État à État. Et réviser ces conventions-là, quand on a lancé le dossier BEPS, on se disait on en a pour 50 ans à réviser toutes ces conventions. C'est extrêmement long de réviser des conventions bilatérales. Donc là, à la force de l'OCDE, et on peut féliciter Pascal Saint-Amand qui a été particulièrement moteur sur ce chantier, c'est d'avoir créé un outil qui modifie toutes les conventions en même temps. Alors avec des marges de manœuvre qui vous ont été détaillées par Bénédicte Peyrol. Alors, ce travail de l'OCDE, il s'inscrit dans un vaste chantier de lutte contre l'optimisation fiscale. Ça, c'est très important, effectivement, qu'on l'adopte, parce que c'est un petit texte, mais comme l'a dit Bénédicte, c'est un grand pas pour la fiscalité. Et d'ailleurs, un tel grand pas que l'administration fiscale américaine a anticipé un certain nombre de dispositions dans sa réforme fiscale. Alors que, facialement, ils ne veulent pas réellement s'associer au mouvement. Mais en fait, ils le font. Par ailleurs, on a le chantier de l'Union européenne, avec notamment le projet Axis d'assiette consolidée d'impôt sur les sociétés, qui sera aussi très important, notamment sur les sujets de fiscalité du numérique, puisque là, il nous manque encore une brique essentielle pour localiser un résultat et l'établissement stable. C'est le sujet d'établissement stable sur lequel on rame depuis des années, parce que trouver un accord sur ce sujet-là, avec les intérêts en présence qui sont extrêmement contradictoires, c'est compliqué. Et puis, bien évidemment, vous le savez, un des sujets qui est traité là aujourd'hui sur, par exemple, les titres hybrides, Madame Vestager, elle est en train de le traiter sous l'angle des aides d'État aujourd'hui. Donc, on voit bien qu'on est en train d'utiliser des outils du droit de la concurrence pour faire de la fiscalité. Donc, Madame Vestager, elle est très volontaire, c'est très bien, mais moi, je pense, malgré tout, qu'il vaut mieux le traiter dans des textes fiscaux, dans des conventions fiscales et dans des directives fiscales. Pour moi, c'est ça le fondement pour critiquer des dispositifs fiscaux. Donc, bravo à Bénédicte Peyrol et je donne la parole au rapporteur général pour ces questions. Merci Madame la Présidente. Oui, bien écoutez, à mon tour, je voulais vraiment remercier Bénédicte Peyrol, la rapporteure, parce qu'elle a fait un travail qui est vraiment un travail très très complet et en même temps synthétique, ce qui n'est pas facile sur ce style de document, vu le caractère carrément universel des conventions auxquelles nous touchons au travers de ce dispositif. Moi, je suis très heureux, effectivement, comme vient de le dire d'ailleurs la Présidente, qu'on arrive à trouver une solution à la définition de l'établissement stable, parce que c'est donc dans l'article 12, je crois qu'on a eu suffisamment de déboires là-dessus. J'avais été amené à écrire au ministre concernant les problématiques Google et Airbnb sur les problématiques des accords de commissionnaires, et je dois dire qu'il est heureux de voir que l'on puisse aboutir à quelque chose qui me semble juridiquement plus stable que l'instabilité de l'établissement stable auparavant. Je vois aussi beaucoup d'avantages à la problématique du règlement des différentes administrations fiscales qui, jusqu'à présent, là aussi posait un problème. La clause anti-abus de l'article 7 est vraiment une avancée importante contre le chalandage fiscal. Donc, vraiment, c'est une convention qui a un grand intérêt. Alors, je vous rejoins, j'allais dire en revanche, mais c'est pas tout à fait en revanche, mais sur les problématiques que vous avez soulevées et notamment la prudence pour un certain nombre de dispositifs qui peuvent se révéler risqués pour un certain nombre de pays, dans le nôtre, mais vous l'avez bien dit, les choix français ont été cohérents et ambitieux avec cette convention, donc la naïveté certes n'est pas de mise, elle ne doit jamais être de mise dans ce genre de dossier, mais pour autant il y a une certaine vigilance. Vous avez parlé aussi de l'information régulière et complète du Parlement, et ça aussi, ça me semble extrêmement important sur le champ d'application des conventions, parce qu'on oublie trop souvent de reparler, entre guillemets, aux parlementaires ensuite sur l'application de ces dispositifs. Or, comme vous le dites, comme il y a des points de vigilance, il est important que nous puissions être informés sur la mise en œuvre de la convention. Alors moi j'ai une seule question à vous poser, parce que nous avons en droit français quelque chose, un objet efficace qui s'appelle l'abus de droit. Et l'abus de droit,
est quelque chose qui a été consacré par le Conseil d'État au mois d'octobre. Donc je voudrais simplement savoir si la clause anti-abus générale de la Convention peut présenter des risques concernant la mise en œuvre de l'abus de droit en cas d'abus conventionnel, ou si les deux outils peuvent coexister. Enfin, c'est la seule question que je me pose vraiment par rapport à l'importance de ce dossier et de ce document, et je vous remercie encore de ce travail énorme. Merci, monsieur le rapporteur. Donc, je vais laisser Bénédicte Perol répondre et ensuite nous prendrons les questions des groupes. Oui, merci monsieur le rapporteur général. Alors concernant votre question, je préciserai juste effectivement l'abus de droit que nous connaissons en droit français, le L64 du livre des procédures fiscales s'applique bien aux abus conventionnels. Ça a été rappelé d'ailleurs dans une jurisprudence de 2017. Et concernant plus précisément votre question, quid de savoir si cette clause finalement anti-abus général de la Convention va venir écraser notre dispositif anti-abus. Donc soit on peut se dire qu'elle prive d'abus notre abus de droit, soit elle laisse ouverte au contraire l'implication. Ça aujourd'hui, déjà il faut préciser aussi que l'abus de droit français vient en répression, tandis que l'abus de droit de la Convention est une règle d'assiette. Donc je pense que, alors je vais vous donner mon avis, mais je pense qu'il faudra que l'administration fiscale précise l'application et la concordance de ces deux clauses. Pour ma part, je pense qu'elles peuvent coexister, c'est-à-dire qu'on peut très bien conserver le L64 du LPF qui vise, lui, un but exclusivement fiscal et, comme vous le savez, qui engrange une requalification des schémas et qui implique des pénalités très importantes. Et on pourrait garder cette clause générale anti-abus qui viendrait justement s'appliquer de manière, on va dire, plus générale et qui serait une règle d'assiette. Donc ça, c'est mon avis personnel, mais je pense qu'encore une fois, l'administration fiscale devra se positionner. Et j'ajouterais que nous avons en plus d'autres clauses anti-abus. Je pense à celle de la directive mère-fille, que Madame la Présidente connaît bien aussi. Et là aussi... Et là aussi, elle a une rédaction qui ressemble à celle de la Convention, mais encore une fois, on s'interroge, et je pense que les professionnels, les entreprises, l'administration s'interrogent sur leur application en cascade ou pas. Merci beaucoup. Effectivement, des clauses anti-abus, on en a dans des directives, et donc il y a toujours ce sujet de voir comme, et qui ne correspondent pas, à vrai dire, à notre mécanisme d'abus de droit. Donc la question se pose sur les autres outils. Donc pour commencer la discussion, je donne la parole à monsieur Romain Gros. Merci Madame la Présidente. Alors je me joindrai au concert louange parce qu'il est largement plus que mérité. Et merci pour ce travail à la fois synthétique et complet et d'une grande précision. Comme le disait Madame la Présidente à l'instant, c'est vrai que l'intérêt de ce dispositif, c'est finalement de transformer l'ensemble des conventions bilatérales en une fois ou quasiment, même si l'effort est grand et même si le pas est grand. Le pas est aussi grand pour la lutte contre l'optimisation agressive fiscale qui nous coûte, vous le rappeliez en introduction, si cher. Moi, j'ai une petite question qui revient un peu sur la question du rapporteur général, qui correspond à un élément que vous avez mentionné dans votre propos, élément de sécurité juridique. On voit bien qu'à chaque norme fiscale, on a un risque d'insécurité juridique qui se crée. Avec un dispositif aussi long, aussi complet, on a forcément une série de points de frottement qui risquent de poser problème. Et le principal problème, vous le notiez à l'instant en réponse au rapporteur général, moi c'est forcément l'article 7 avec la clause anti-abus. Et vous disiez l'un peut être répressif, l'autre peut être sinon préventif, du moins sur l'assiette. Le raisonnement est très intéressant, mais moi je me demande si on n'a pas un problème quand même de concordance entre le L64 qui parle, comme vous le disiez, de but exclusivement fiscal, qui présente un avantage, c'est celui de la clarté pour les professionnels, pour les entreprises, pour les juristes, mais qui présente un inconvénient, c'est celui du rétrécissement de l'éventuelle lutte contre la fraude fiscale par abus de convention ou par abus de droit, alors que cet article 7 finalement qui parle d'objets principaux d'un montage et qui a une ouverture plus large. Alors qu'il y a un avantage, c'est d'être plus large, mais qu'il y a un inconvénient, c'est éventuellement de créer de l'insécurité. De l'insécurité à la fois par la discordance avec le L64, et de l'insécurité, parce que quand on parle d'objets principaux, on ne parle pas d'un seul objet et un seul et exclusif objet qui serait l'objet fiscal. Donc, ne pensez-vous pas que ces dispositions représentent également un levier pour modifier peut-être un certain nombre d'articles de notre droit fiscal national
allant vers une capacité plus grande de répression pour l'optimisation agressive. Et que cette capacité, elle est nécessaire, enfin, cette réforme du droit fiscal national est nécessaire pour éviter peut-être le sujet d'insécurité juridique que pourrait créer malgré tout la discordance ou les écarts entre ce dispositif et nos dispositifs nationaux. Merci beaucoup, Monsieur Gros. Madame Sarah El Haïry. Merci Madame la Présidente. Dans la continuité de mon collègue Gros, je souhaitais saluer la qualité du travail de Bénédicte Perol, rapporteure sur ce texte, parce qu'elle elle a rendu la matière fiscale presque poétique, et je pense que ça se salue. Dans la continuité de ses propos et sur un sujet qui vous est cher, Madame la Présidente, évidemment se pose la question de l'évasion fiscale et, au sens large, mais aujourd'hui la question du MODEM était plutôt sur la question qui touche le côté multilatéral de cette convention. Et évidemment, la vigilance et la conciliation nécessaire entre la lutte contre l'évitement de l'impôt et en même temps la préservation des intérêts français. Et donc du coup deux caractéristiques en particulier de l'instrument multilatéral qu'on avait identifié, la flexibilité laissée aux États et la complexité de l'articulation entre les conventions, mais qui a été très bien saluée et soulignée par notre rapporteur. Question principale. Quel éclairage peut-on faire pour clarifier les articles 12 à 15 qui sont relatifs vraiment à la qualification des établissements stables, mais Madame la rapporteure en a parlé. Et puis l'autre élément, comment être attentif aux différentes évolutions futures pour rester dans cette agilité nécessaire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur Jean-Louis Bricout. Merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure. D'abord, je m'associe aux éloges faits à notre rapporteur pour ce travail effectivement de titan. Toutes mes félicitations. Donc nous examinons aujourd'hui pour avis le projet de loi adopté par le Sénat autorisant la ratification de la Convention multilatérale pour la mise en œuvre de mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir de l'érosion de la base d'imposition et des transferts de bénéfices. D'entrée, disons les choses plus simplement à destination de celles et ceux qui nous écouteraient. Il s'agit bien de renforcer la lutte tout simplement contre l'évasion fiscale. À la demande du G20 au sommet de Saint-Pétersbourg en septembre 2013, donc l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, a élaboré un projet visant à lutter contre les deux aspects essentiels des phénomènes d'évitement de l'impôt. Selon l'OCDE, les pertes de ces recettes imputables au phénomène de BEPS sont estimées entre 100 et 240 milliards de dollars par an, soit entre 4 et 10% des recettes de l'impôt sur le bénéfice des sociétés à l'échelle mondiale. Ce projet a débouché donc sur le paquet BEPS finalisé en octobre 2015 et approuvé donc par G20 au sommet d'Antalya de novembre 2015. Ce paquet repose donc sur 3 piliers: l'amélioration de la cohérence des règles fiscales, renforcement des exigences de substance des activités et la garantie d'une meilleure transparence. L'objet de cette convention donc n'est pas contestable. Évidemment, nous le voterons car elle constitue un pas de plus qui ne peut se substituer bien évidemment. Je rappelle une nouvelle fois la volonté politique dont fait preuve la France. Quelques questions à Madame la rapporteure. Pourquoi le numérique est-il absent de cette convention ? Au regard du monde dans lequel nous vivons, chacun le sait, cela est plutôt incongru. Quid aussi de l'efficacité réelle de cette convention en l'absence de la signature des États-Unis? Si elle a le mérite d'exister, ne va-t-elle pas néanmoins perdre de sa force? Aussi, quel rythme envisagez-vous pour l'information au Parlement de la mise en place de toutes ces conventions? Et pensez-vous avoir suffisamment de moyens humains mis à votre disposition pour avancer vite sur ce travail qui effectivement est plus que titanesque, mais indispensable? Merci beaucoup, Monsieur Bricout. Monsieur Charles de Courson. Oui, je tiens à féliciter au nom de mon groupe notre bénédictine pour ce travail. Certains ont dit titan, le rapporteur a dit titan. Non, c'est un travail de bénédictine. Non, mais la sainteté, c'est pour plus tard. Mais je voulais poser quelques questions, parce que cette convention me trouble. Elle me trouble sur plusieurs aspects. Premièrement, l'articulation entre le droit national, fiscal français, et cette convention. A-t-on dans l'étude d'impact l'ensemble des articles qui vont être modifiés ? Puisque cette convention, en principe,
principe, elle doit être supérieure au droit national à partir du moment où elle est ratifiée. Donc comment ça s'articule? Sachant que tous les pays au monde n'étant pas signataires, ça veut dire que certaines dispositions fiscales du droit fiscal, c'est une question, hein, continuent à s'appliquer et d'autres sont modifiées. Point d'interrogation. Deuxième question, l'articulation entre cette convention et le principe constitutionnel de réciprocité du droit international, qui est dans notre Constitution. Alors, comment s'articule le principe de réciprocité avec les réserves? Des réserves qui sont à géométrie variable selon les États. Comment ça s'articule? Je prends un exemple concret. Si la France n'a pas fait de réserve sur tel dispositif, mais qu'un autre État a fait une réserve, est-ce que ça veut dire que si nous n'avons pas fait de réserve et qu'un pays tiers a fait une réserve, ça veut dire que ça n'est pas applicable en droit français? Enfin, est-ce qu'on peut bien préciser ce point? Troisièmement, j'ai été étonné que dans le projet de texte de ratification ne figurent pas les réserves. Alors, où sont les réserves? Est-ce qu'elles sont dans... Parce que souvent, on a fait des ratifications avec réserve, puisqu'on vous a tous enseigné qu'en matière de ratification, c'était oui ou c'était non. C'est pas vrai. On peut ratifier avec réserve. Et en principe, c'est dans le texte de ratification. Et ratifier telle convention sous réserve de tel et tel point. Je ne l'ai pas vu dans le dispositif. Et puis... J'avais une dernière question, j'essaie de me relire. Oui, c'est ça, voilà. Oui, sur l'établissement stable, où on essaie de progresser en la matière, qu'est-ce qu'il en est de l'application de ce dispositif à nos chers BAFA? Voilà, bon, est-ce que ça s'applique, est-ce que ça ne s'applique pas? Voilà quelques questions. Merci beaucoup, Monsieur Courson. Monsieur Jean-Paul Dufrègne. Oui, Madame la Présidente, en qualité de député de l'Allier, je veux bien entendu m'associer aux compliments qui n'ont pas manqué de pleuvoir sur Bénédicte. Pour dire aussi que l'outil présenté ici constitue une avancée, mais pas la panacée. Et que le chemin est encore long pour vaincre cette pandémie que constitue l'évasion fiscale. Car au-delà de cet outil multilatéral, il faut aller plus loin et faire en sorte que tout le monde soit autour de la table. Et d'ailleurs, c'est pourquoi nous proposons que la France soit à l'initiative d'une COP fiscale sur le modèle de la COP environnementale pour que tous les États, tous y compris les pays en développement, discutent entre eux. Donc, où en est-on? Car rappelons que les pays en développement sont les grandes victimes de la fraude et de l'évasion fiscale. D'après le FMI, l'impact sur ces pays est 30% plus élevé que celui des États membres de l'OCDE. Ces pays perdraient l'équivalent de 125 milliards de dollars de recettes fiscales chaque année, soit plus que le montant de l'aide internationale qui leur est destinée. Les pays en développement sont notamment victimes des effets des conventions fiscales bilatérales entre États, conventions optimisées par des grandes entreprises ou des particuliers qui, pratiquant le chalandage fiscal, parviennent à réduire leur contribution à l'impôt. L'exemple connu, c'est celui de l'île Maurice, qui constitue une plateforme tout à fait intéressante pour celui qui souhaite investir en Inde tout en payant un minimum d'impôts. Par le jeu des conventions fiscales, un Français investissant en Inde en passant par Maurice ne paiera aucun impôt, là où, s'il avait directement investi en Inde depuis la France, il aurait été soumis à l'impôt en vertu de la convention franco-indienne. Voilà un exemple très concret des conséquences de ces conventions. Et puis une dernière chose, les conséquences de ces conventions sont visibles également en France. Confère la convention bilatérale entre la France et le Qatar, qui fait de la France un paradis fiscal pour les Qataris. Fiscalité allégée sur les plus-values immobilières, les revenus du capital, etc. Un véritable toilettage s'impose. Est-ce qu'il est envisagé ? Merci beaucoup, Monsieur Dufrègne. Monsieur Daniel Labaronne.
Merci Madame la Présidente. Je voudrais féliciter Madame Bénédicte Peyrol, notre rapporteure, pour la qualité de son travail, souligner la qualité de son propos sur un sujet complexe. Alors, ce projet BEPS qui nous est soumis s'inscrit dans le cadre d'une prise de conscience de la nécessité de lutter contre la fraude, l'évasion ou l'optimisation fiscale. Et cette prise de conscience se fait au niveau international, c'est notamment l'objet du projet BEPS, mais qui intervient après la mise en place de l'échange automatique d'informations financières à des fins fiscales, également sous l'égide de l'OCDE. C'est vrai au niveau européen avec les travaux sur les juridictions fiscales non coopératives et la liste des 7 pays dont les pratiques fiscales pénalisent leurs voisins européens. Je rappelle que le Parlement a voté une résolution pour définir une assiette commune et consolidée pour les impôts sur les sociétés. Et c'est vrai, bien sûr, pour la France. Sous l'ancienne mandature, il y avait déjà eu une loi relative à la fraude fiscale, votée en 2013. Et notre mandature s'est ouverte avec nos travaux sur le verrou de Bercy et va se prolonger avec le futur projet de loi sur la fraude. Alors, vous l'avez rappelé, la France a été moteur dans la négociation au sein de l'OCDE et dans l'élaboration du projet BEPS. Et il me semble qu'il faut soutenir ce projet de loi autorisant la ratification de cette convention pour au moins 3 raisons. D'abord, vous l'avez rappelé, Madame la rapporteure, la France a le réseau le plus étendu de conventions bilatérales et cette ratification va permettre de modifier d'un seul coup ce réseau de conventions en les enrichissant. On gagne ici des années de négociations sans remettre en cause les intérêts fiscaux de la France et la sécurité juridique, même s'il peut y avoir des interrogations, et les enjeux économiques de nos entreprises. On ne peut donc qu'être favorable à cette ratification. Deuxièmement, la France a eu une approche large et ambitieuse dans l'adoption de ce projet BEPS. Cette ratification permet donc à la France de jouer un rôle d'exemplarité dans la lutte contre la fraude fiscale et permet ainsi d'affirmer son leadership dans ce domaine. D'où également l'importance de cette ratification. Troisième point et dernier, la France met en œuvre une forme de diplomatie fiscale intelligente, me semble-t-il, qui lui permet d'attirer des investissements directs étrangers sur notre territoire et de gagner des parts de marché à l'international pour nos entreprises avec des pays qui ont signé cette convention. Alors, pour ces 3 raisons, il me semble important de soutenir ce projet de loi de ratification, malgré les réserves que vous avez exprimées, d'autant que le gouvernement s'est engagé à tenir informé le Parlement des évolutions du cadre conventionnel. Alors, je voudrais vous poser une question qui porte sur les actions 8, 9, 10 du projet BEPS, qui recommande en définitive de se livrer à une analyse de la création de valeur au sein d'un groupe d'entreprises mondialisées dans le cas d'une évaluation des prix de transactions intra-groupe. Cette évaluation apparaît comme un garde-fou contre les stratégies de transfert des bénéfices au sein d'un même groupe vers les entités les moins lourdement imposées. Alors, selon vous, en quoi l'approche de la création de valeur est-elle plus pertinente que d'autres méthodes habituellement utilisées pour évaluer les prix de transfert? Et est-ce que vous pouvez nous expliquer les raisons pour lesquelles il y a une sorte de blocage pour le moment, ou en tous les cas une absence de consensus sur cette question? Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc je donne maintenant la parole à Bénédicte Peyrol pour répondre aux questions des groupes. Merci, je suis très heureuse de l'ensemble de ces questions, ce qui démontre votre intérêt pour le sujet. Alors, je vais essayer de répondre précisément à chacune d'elles. Monsieur le député Gros, vous m'interrogez dans un premier temps sur à la fois le risque juridique que pourrait présenter le fait que cette clause anti-abus vise un but principalement fiscal. On sait tous collectivement ici que d'ailleurs, il y a eu quelques tentatives de par certains parlementaires qui ont été censurés par le Conseil constitutionnel il n'y a pas si longtemps que ça, pour justement l'incompétence négative du législateur. On ne sait pas trop ce qu'il y a derrière ce but principalement fiscal, mais il faut rappeler que c'est parce qu'il y avait aussi une sanction de 80% juste derrière, et donc c'était l'alliance des deux qui a fait aussi la censure du Conseil constitutionnel. Ce que je veux dire ici, par rapport à la substitution de finalement cette cause anti-abus générale par rapport à notre justement L64 du LPF qui vise un but exclusivement fiscal. Nous avons, dans le cadre des auditions, vu les conseillers d'État Philippe Martin et Pierre Collin qui m'ont rassuré sur l'interprétation qui peut être faite de le but exclusivement fiscal, qui est une interprétation intelligente d'un point de vue économique et de l'intention justement des acteurs, et qu'on n'a pas une interprétation très...
restrictive et on va dire, on va regarder quand même, vous savez, vous connaissez la jurisprudence aussi de cet abus de droit avec la région fin, avec la fraude à la loi, et il me semble que ce but exclusivement fiscal quand même apporte une certaine sécurité juridique aux entreprises et que de le remplacer à ce jour par un but principalement fiscal serait, à mon avis, pour le coup, voilà, un peu trop ouvert et un peu trop risqué. C'est pour ça que, comme je le disais au rapporteur général, à mon avis, je pense dans un premier temps que ce dispositif anti-abus général n'écrase pas notre L64 et qu'il serait bien, à mon avis, de garder les deux avec le L64 du LPF qui viserait les dispositifs anti-abus de manière générale avec un but exclusivement fiscal, avec la répression très très forte, et ce dispositif anti-abus général qui est une règle d'assiette, de le conserver. Moi, je pense qu'il faut garder les deux dispositifs. Après, on va faire un travail aussi dans le cadre de la mission d'information, optimisation et évasion fiscale, d'explication, selon nous, de quelle devrait être l'articulation, encore une fois, de l'ensemble de ces clauses anti-abus. Nous avons vu l'administration fiscale, nous leur avons exprimé la nécessité, justement, de dire clairement comment les appliquer les unes par rapport aux autres. Donc, c'est un travail qui est en cours. Mais encore une fois, je ne pense pas qu'aujourd'hui, il faille substituer cette clause anti-abus générale voilà, du but principalement fiscal. Madame El Haïry, vous m'interrogez sur, de manière générale, le sujet de l'établissement stable et la manière dont il faut regarder l'articulation, elle est pleine, Madame El Haïry, de l'ensemble de ces articles-là. Alors là, je vais vous renvoyer à mon rapport où on explique très précisément les choix qui ont été faits et pourquoi, les accords de commissionnaires, les activités accessoires par rapport aux activités principales. Donc là, tout sera expliqué, tout est expliqué précisément dans le rapport sur les articulations des articles les uns par rapport aux autres. Et je vous renvoie également aux commentaires au CDE sur lequel se base l'administration fiscale quand elle a interprété une convention fiscale aussi, et qui explique justement s'il y a des difficultés d'interprétation, qui vient préciser comment il faut comprendre ces articles-là. Monsieur Bricou, vous me demandez pourquoi le numérique est absent. Alors, comme je le disais tout à l'heure, il y a une absence de consensus, vous le savez aujourd'hui, au sein de l'OCDE entre les différents États membres. Il y a vraiment 3 catégories d'États aujourd'hui qui se distinguent, entre certains qui pensent que de toute façon, le sujet du numérique doit être traité de manière globale, d'autres pensent qu'il faut le traiter comme une économie qui soit à part. Et donc aujourd'hui, c'est stand-by au niveau de l'OCDE et on n'a pas voulu intégrer des dispositions dans la Convention multilatérale pour que ça bloque pas finalement les négociations sur l'ensemble des autres dispositifs. Ce que je veux rappeler ici quand même, c'est que déjà, dans un premier temps, l'OCDE poursuit les négociations. Je ne sais pas si vous avez vu le communiqué du G7, mais il rappelle la nécessité absolument de justement trouver des solutions et assez rapidement, dans l'idéal courant 2019, sur ce sujet de la fiscalité du numérique. Nous, la France, nous sommes extrêmement moteurs au niveau de l'Union européenne, avec cette taxation à 3% sur le chiffre d'affaires des services du numérique, parce qu'elle ne vise pas uniquement les géants du numérique. Et puis, l'idéal serait une définition commune de l'établissement stable virtuel, déjà dans un premier temps au sein de l'Union européenne, avec, comme le rappelait Madame la Présidente, à travers l'AXIS, parce que c'est ça qui nous permettra déjà au sein de l'Union européenne de résoudre ce sujet. Vous m'interrogez sur le risque d'information au Parlement. Alors, comme je le disais dans mon intervention, justement, on appelle à avoir une information qui soit pas uniquement une information par an, et que régulièrement la Commission des finances, à travers le rapporteur général et son président, puisse avoir l'information régulière, justement, des futures conventions qui seront notifiées, et donc, du coup, des conventions fiscales bilatérales françaises avec un autre État qui seront couvertes. Donc nous invitons voilà, le gouvernement vraiment à nous transmettre ces informations et comme je le rappelais tout à l'heure aussi, y compris sur les choix français, on aimerait potentiellement avoir des éléments un peu plus précis sur pourquoi on a fait tel ou tel choix plutôt qu'un autre. Monsieur de Courson, vous m'interrogez sur l'articulation de ces conventions fiscales avec cette convention multilatérale avec le droit français. Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est que cette convention multilatérale, elle vient finalement modifier les conventions bilatérales fiscales actuelles. Et vous savez, comme moi, que depuis l'arrêt Schneider Electric de 2013,
on sait tous que les conventions fiscales, déjà on a les arrêts Niccolo, et le droit international prime sur le droit national, et là c'est la convention fiscale bilatérale qui prime par rapport au droit national. Donc ça veut dire que de toute façon, l'ensemble des dispositions qui sont dans la convention vont primer par rapport à notre droit national quand on aura un cas où la convention a à s'appliquer dans le cadre de relations internationales. Alors, comment? Est-ce qu'on a fait le... Alors, ça, c'est du coup votre question peut-être sur les réserves et du coup quelques... Mais justement, c'est la question de l'opposabilité aussi et d'avoir des versions consolidées finalement de ces conventions. Alors, on a eu un engagement de la part de l'administration fiscale de publier des versions consolidées, c'est-à-dire avec les modifications de l'ensemble des conventions fiscales qui sont notifiées par la France. Ce que je disais, c'est que malgré cette consolidation, il n'y aura pas d'opposabilité à l'administration fiscale finalement de ces conventions telles que, elles sont consolidées. Et donc l'idée, c'est d'avoir une réflexion sur comment le rendre imposable à l'administration qui va publier ces versions consolidées. Et concernant les réserves, vous avez raison, elles ne sont pas dans le projet de loi. En revanche, je crois que le projet de loi ne renvoie pas à l'OCDE, mais en fait, vous allez sur le site de l'OCDE et vous avez la notification de la France à la Convention multilatérale, où vous retrouvez l'ensemble des réserves que la France a faites sur tel ou tel article, sachant qu'elle en a fait 5 sur l'ensemble des options. Vous voulez dire dans le texte de la convention? Oui, mais parce que du coup, c'est convention par convention ensuite qu'il faut reprendre. Parce que vous avez chaque option qui est sur ce... Il faut reprendre chaque convention bilatérale avec cet instrument et chaque convention multilatérale est modifiée différemment parce que c'était une de vos questions aussi. Quid de la France fait une réserve sur une disposition, l'autre État ne fait pas de réserve? Et bien là, ça ne s'applique pas. Parce que c'est justement la question de la réciprocité, et donc puisque les deux États ne se sont pas entendus sur ça, ça ne s'applique pas. Et réciproquement. En revanche, ce qu'on retrouve, c'est pareil, il y a vraiment 3 dispositions, 3 articles qui s'appliquent, mais à tout le monde, et là on n'aura pas à se poser de questions, c'est les dispositifs anti-abus, les articles 6 et 7 de la Convention, et l'article 14, je crois, 16, qui concerne l'arbitrage. Concernant l'établissement stable, quelles sont les modifications? Je vais prendre je prenais l'exemple de l'affaire Google parce que je pense que tout le monde l'a à peu près en tête, où en fait donc vous avez une société mère en Irlande, vous avez pas une filiale, vous avez des bureaux en France et l'administration fiscale n'a pas réussi à qualifier d'établissement stable ce qui se passait en France, sachant que les représentants de Google en France signaient des contrats pour la société mère et pour le compte de la société mère. Et là, typiquement, dans ce cadre-là, on pourrait, avec cette nouvelle définition d'établissement stable, qualifier justement d'établissement stable le bureau qu'il y a en France, alors qu'on ne pouvait pas avant. Sauf que je mets un bémol, parce que dans le cas présent que je vous présente, on a l'Irlande et la France, et l'Irlande n'a pas a émis une réserve sur l'article 12 et l'option que nous avons choisie, et donc dans ce cadre-là, ça ne marche pas dans le sens où, vu qu'il n'y a pas de réciprocité, mais l'Irlande pourra lever la réserve, et là c'est dans nos relations diplomatiques aussi qu'il faut qu'on soit fort, et c'est pour ça que l'Union européenne doit être moteur et que les États doivent faire pression les uns sur les autres. L'Irlande peut lever à tout moment la réserve sur l'article 12, et donc dans ce cas-là, là pour le coup, le cas présent que je vous présente pourrait s'appliquer. Monsieur Dufrègne, le chemin est encore long, mais je vous rejoins totalement, mon cher collègue de l'Allier. Bien évidemment, et je l'ai rappelé, c'est que le chemin est encore long, et je pense que collectivement nous en sommes bien conscients. Nous avons un texte qui va arriver, le texte fraude, même s'il ne concerne pas l'optimisation de l'évasion fiscale, mais qui montre que nous avons envie d'avancer. Il y a une mission qui a été ouverte, et elle a été ouverte au début du mandat et pas à la fin, donc ce qui prouve bien la volonté des parlementaires aussi d'agir. Donc je pense que c'est bien la démonstration que nous savons tous que ça ne va pas, qu'il y a encore
des choses à faire. Vous nous rappelez votre idée de cette COP fiscale et vous invitez à ce que tout le monde soit autour de la table. Comme je l'ai rappelé, ce qui est innovant dans cet outil-là et dans ce qui est innovant dans la démarche de l'OCDE, c'est d'avoir justement mis autour de la table les États émergents. On a des pays en développement qui ont été autour de la table depuis le début. Je crois qu'encore une fois, Madame la Présidente peut le certifier, l'assurer. Moi, j'étais à la fin des négociations, je les ai vus autour de la table aussi. Et aujourd'hui, ils sont dans le cadre inclusif. Donc ils sont pleinement intégrés aujourd'hui aux discussions. Concernant le Qatar, alors je n'ai pas, vous savez que les parlementaires ne sont pas compétents en matière de relations diplomatiques et que j'ai pas mon mot à dire sur ce qui devrait se passer avec le Qatar. Donc je vous renvoie au gouvernement. Néanmoins, je tiens à vous signaler que la France a notifié la convention fiscale bilatérale avec le Qatar et que si donc le Qatar veut éventuellement justement rejoindre les différentes dispositions que la France pour lesquelles la France a opté, il ne tient qu'au Qatar de rejoindre et de notifier sa convention fiscale bilatérale avec la France. Monsieur Labaronne, vous avez utilisé le mot de diplomatie fiscale et diplomatie fiscale intelligente. Je vous remercie pour cela parce qu'en matière de fiscalité et fiscalité internationale, on l'oublie trop souvent. On n'évolue pas dans un monde où justement on est en bilatéral, on évolue dans un monde global où la fiscalité n'est pas aussi quelque chose qui est à part de l'ensemble des autres sujets. Et il faut justement, je pense qu'on ne le fait pas assez, mais je pense qu'on doit avoir une vraie réflexion sur la diplomatie fiscale de la France et qu'il y a peut-être parfois dans les négociations d'autres choses à mettre sur la table quand on veut faire avancer les États que le sujet de la fiscalité. Donc je vous remercie pour ce point-là. Vous m'interrogez sur les actions 8, 9 et 10, donc, qui sont des actions du plan BEPS mais qui ne sont pas intégrées à la convention fiscale bilatérale, et sur l'analyse de la création de valeur. Donc vous savez qu'aujourd'hui en matière de prix de transfert, qui sont un des principaux éléments de l'optimisation et l'évasion fiscale, sont des transactions intra-groupe, il y a 4 méthodes d'analyse pour calculer qu'est-ce que devrait être le bon prix, un prix de pleine concurrence. Vous savez qu'aujourd'hui on utilise ce principe de pleine concurrence qui finalement est un peu compliqué à mettre en œuvre parce que, par exemple, des entreprises comme les GAFAM, il est compliqué de trouver des comparables, trouver des comparables aux activités de Google, trouver des comparables aux activités de Facebook, c'est très compliqué. Donc, pour aller contrôler les prix de transfert, c'est loin d'être simple. Et donc, c'est vrai que dans les différentes négociations, on est allé plutôt vers l'analyse de la création de valeur et de la chaîne de valeur des entreprises. En tout cas, c'est ce qui est proposé, c'est les avancées qu'il y a dans les discussions au CDE. Là où on pêche de manière générale, c'est qu'on n'est toujours pas d'accord, mais ça rejoint le sujet de l'établissement stable virtuel et ça rejoint le sujet de l'économie du numérique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas d'accord collectivement sur qu'est-ce que la création de valeur aujourd'hui. Et on sait que les incorporels, certains disent que c'est parce qu'il y a un marché de consommateurs, ça c'est les prismes plutôt des pays émergents, justement il y a un marché de consommateurs qui vont en fait donner de la valeur et créer de la valeur à l'incorporel. Vous avez vous pouvez avoir justement le fait d'avoir des scientifiques en France. Il y a plein d'éléments qui viennent finalement alimenter cette valeur et aujourd'hui on n'est pas d'accord collectivement sur qu'est-ce que la création de valeur et encore moins sur qu'est-ce que devrait être le partage de la valeur entre les différents États. Donc je pense que c'est une avancée aujourd'hui d'avoir avancé sur justement il faut avoir ce qu'on appelle la value chain analysis, c'est-à-dire qu'on va prendre la société de manière globale dans sa chaîne de valeur et puis on va analyser justement transaction par transaction qu'est-ce que devrait être un bon prix de transfert. Mais néanmoins, il y a encore là une fois beaucoup à faire et je pense que l'Union européenne devrait faire un vrai travail justement sur, selon elle, pour préserver ses intérêts aussi et quand elle ira négocier avec l'OCDE, avec les autres États membres, pour elle, pour nous, qu'est-ce que devrait être une bonne création de valeur? Quelle place pour l'utilisateur? Quelle place pour les différents incorporels, justement? Et ça, c'est un travail qui, à mon sens, est urgent. Et ça, c'est la première étape. Et ensuite, la seconde étape, c'est qu'est-ce que doit être le partage de la valeur. Donc là aussi, il y a des avancées, mais elles sont loin d'être suffisantes. Merci beaucoup, Madame la rapporteure. Alors, je confirme effectivement que les pays émergents ont toujours été présents dans ce chantier BEPS, puisque un des objectifs de BEPS, c'était également de faire en sorte que les bénéfices soient répartis plus justement au niveau mondial, et y compris vis-à-vis des pays émergents, pour qu'ils ne soient pas uniquement des proies commerciales ou des lieux où on va puiser des ressources énergétiques sans aucun retour de valeur. Parce que l'optimisation fiscale aujourd'hui, elle fait deux victimes. Elle fait
comme victimes les pays en voie de développement, hein, qui ont des entreprises mais qui finalement n'ont pas les impositions des résultats, et puis les pays en voie de développement où on va finalement capter des marchés ou des ressources. Au final, les seuls gagnants dans tout ça, c'est bien évidemment les systèmes financiers qui, de toutes les manières, vont à un moment donné des flux financiers, et puis les paradis fiscaux, mais qui sont la plupart du temps des micro-États. Donc, merci beaucoup. Nous allons maintenant procéder, du coup, à... Monsieur Lozana, vous avez une observation, parce qu'on va procéder au vote, non? Dernière question, parce que là, on procède au vote après. Monsieur Lecourson. Oui, j'ai une question subsidiaire parce que les articles 18 et 19 sur l'arbitrage m'ont troublé. Alors, comment s'articule par rapport au droit français la possibilité d'arbitrage? Puisque le principe français, c'était surtout, c'est une matière régalienne, pas de recours à l'arbitrage. Alors, on a mis des réserves sur les 18-19? Aucune? Non. Là, ce sont des arbitrages entre États et donc c'est du droit international. Il y a déjà dans certaines conventions, je crois qu'il existe déjà, donc ça pose pas. Ce qui s'applique, c'est l'arbitrage. Il y a une chambre arbitrale internationale entre États. Non, là c'est vraiment quand vous avez par exemple en matière de prix de transfert, l'État redresse, l'autre État redresse, ils ne sont pas d'accord sur justement la marge qu'on a laissée en France, la marge qu'on a laissée en Inde, et il va falloir se mettre d'accord sur qui garde quoi. Et c'est là où l'arbitrage se met en place. Aujourd'hui, c'est les administrations fiscales qui traitent du sujet en direct entre administrations. Monsieur Lozana ? Oui, rapidement, je voudrais moi aussi d'abord remercier Bénédicte Perol pour son travail. Il va y avoir un suivi, le Parlement va être mis au courant donc, du développement de ces conventions multilatérales. Est-ce qu'au sein de l'OCDE, on sait déjà sur quoi vont porter les points de surveillance particulières qu'on va avoir et comment en tirerons-nous des conséquences pour améliorer ensuite donc, ces conventions? Alors, pour répondre à votre point concernant... Alors déjà, le Parlement, nous serons très vigilants à avoir les informations. Enfin, j'y veillerai tout particulièrement. Concernant l'OCDE, donc l'OCDE, en fait, déjà, je vous invite, si ça vous intéresse, d'aller voir sur son site internet, mais justement, fait un suivi régulier et mise à jour des différentes notifications, parce que là, ça arrive au fur et à mesure. Donc, il y a un suivi sur les signatures, sur les notifications, et puis sur justement les différentes réserves qu'ont choisi les différents États. Et encore une fois, dans le rapport que je produirai, on a à la fin, en fait, on a repris toutes les conventions là, que la France, parce qu'on peut s'amuser à faire ça pour chaque État. Mais par exemple, on a fait convention France-Mexique, et en fait, on a repris les articles de la convention et on a dit, sur ça, lui, il s'applique, lui, il s'applique pas, lui, il s'applique pas. Et normalement, pour le suivi, encore une fois, français, l'administration s'est engagée à ce que nous ayons des versions consolidées. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir ma convention fiscale, ma convention multilatérale et ce document-là, je devrais avoir un document unique pour pouvoir concrètement voir à quoi ressemble ma convention fiscale bilatérale. Et puis, je parlais du cadre inclusif BEPS qui rassemble une centaine d'États et en fait qui suit, au-delà de la convention multilatérale, l'ensemble des actions aussi qui ont été discutées dans le cadre des travaux BEPS. On parlait des prix de transfert à l'instant. Concrètement, les prix de transfert, ils ne sont pas dans les conventions, c'est pas dans les conventions en tant que telles, mais en revanche, il y a un suivi qui est fait sur la mise en œuvre de ces différentes actions dans les États qui ont participé aux négociations. Je pense aussi, et je pense à mes amis communistes qui sont très friands et qui sont très attachés à ce que nous veillons à ce que les paradis fiscaux, on traite leur cas bien correctement. Il y a un dispositif très efficace qui s'appelle les sociétés étrangères contrôlées qui nous correspond à notre 209B en droit français. Typiquement, ça c'est une action de BEPS qui invite les États qui n'ont pas de dispositif tel que le dispositif de société étrangère contrôlée à adopter. Et donc, en fait, le cadre inclusif va suivre au fur et à mesure l'adoption, en fait, de ces réformes. Voilà. Et vraiment, le site de l'OCDE est très bien fait et vous y trouvez beaucoup d'informations sur le suivi, justement, attentif de la mise en œuvre de BEPS. Alors, merci beaucoup, Madame. Moi, je pense que là, on arrive à la fin d'une négociation. Donc j'ai eu la chance, de suivre dès le début, quasiment en 2012, puisque c'est bien en 2012 que la France réactive sa position à l'OCDE, il faut quand même le rappeler.
Hein, on sortait d'une période où finalement on avait juste adopté une espèce de liste des paradis fiscaux, il y avait 6 États dessus, enfin, on sortait d'une période noire de la négociation OCDE. Donc moi ce que je pense c'est qu'à l'avenir, malgré tout, il faut quand même que la commission des finances du Parlement soit beaucoup plus associée aux négos, c'est-à-dire qu'on soit informé au fil de l'eau, que ce soit pour les directives communautaires comme on le fait quand on reçoit le ministre des Finances qui nous dit quelle position il va défendre à Bruxelles, mais je pense qu'il faut le faire plus régulièrement, et y compris sur les négociations au CDE pour qu'on soit bien évidemment alerté au fil de l'eau. Alors mes chers collègues, je vais mettre aux voix donc l'article unique de ce projet de loi. Donc qui est pour? Qui est contre? Donc unanimité, le projet de loi est adopté. Je vous remercie. Donc nous reprenons à 10h15.